résultats. On va tenter de comprendre le système d'acteurs, les parties prenantes, la question de la gouvernance que vous avez évoquée déjà, l'alignement des intérêts, les processus de prise de décision, les règles de fonctionnement. Et puis on va regarder aussi les outils mobilisés, les techniques, les moyens déployés. Étudier la coopération sous ce seul angle-là, c'est un peu faire comme l'homme qui a perdu ses clés et qui les cherche à cet endroit-là, sous le réverbère, juste parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Parce que si ces éléments-là, la gouvernance par exemple, permettent de voir la coopération à l'œuvre, elle ne dit rien sur ce qui en a permis l'émergence. Et si on veut passer de co-acteur à co-acteur et co-auteur, vous voyez bien que ça implique un changement dans la relation qu'on a à soi-même, dans la relation qu'on a à l'autre, à l'altérité, à son rapport au pouvoir, etc. Coopérer va impliquer de développer une relation d'égal à égal entre co-auteurs, chacun dans son rôle, qui sont différents, et de considérer l'œuvre créée comme une œuvre commune. Et on comprend alors que les rouages de la coopération ne se trouvent pas uniquement en surface. C'est dans des couches plus profondes qu'il faut aller les chercher. Un peu comme les marins, vous savez, les marins ont des cartes sous-marines qui figurent les repères invisibles, parce qu'immergés, mais qui sont indispensables à la navigation sécure en surface. Et donc pour comprendre ce qui fait la coopération, ou ce qui la défait parfois d'ailleurs, nous avons besoin de nous emparer de cette dimension cachée, non consciente et implicite. Alors pour cela, effectivement, on a créé l'Observatoire de l'implicite. Je veux bien un clic. Je dois être trop loin. Ah, bouge pas. Je bouge plus. On a créé l'Observatoire de l'implicite, qui est le pilier central de notre institut, et avec lequel nous partons lors de très longues itinérances à pied. Longues, c'est 3, 4, 5, 6 semaines, à pied, à la rencontre de ceux qui sont les acteurs sur le terrain de la coopération, qu'en sont les auteurs. Et en 2016, on a mené 3 itinérances. On a un petit peu d'émotion avec Anne hier en arrivant à la gare d'Angers parce que notre première itinérance démarrait à Angers il y a exactement 2 ans. Voilà. Donc 3 itinérances, une en Pays de Loire, une en Drôme-Ardèche, on peut cliquer un coup, une en Lot-et-Garonne, soit une centaine de jours de marche, 35 collectifs rencontrés, environ 200 personnes, dans des secteurs très différents, aussi bien du champ économique, social, culturel, de l'habitat, etc. Et à partir de la connaissance acquise lors de ces itinérances, et en mobilisant les principes de la pensée complexe, nous avons mis en évidence ce qu'on a appelé des principes d'action de la coopération. Et c'est ce résultat que nous voulons vous présenter aujourd'hui, et puis mettre en débat lors du temps qui sera consacré aux questions avant le déjeuner. Je vais maintenant vous présenter l'approche de compréhension élargie que nous avons élaborée pour éclairer ces processus profonds de la coopération, cette question de l'implicite. Et puis Anne, après, présentera le concept de maturité coopérative dont dépend notre capacité à développer des aptitudes coopératives durables. L'intérêt de l'approche de compréhension élargie que nous avons développée est de finalement saisir les signaux faibles. C'est ça qu'on cherche à faire. Et nos travaux se fondent, entre autres, je l'ai évoqué plusieurs fois déjà, sur ceux d'Edgar Morin. Morin, dans son introduction à la pensée complexe, nous alerte sur ce qu'il appelle le risque de l'intelligence aveugle. Pour lui, nous vivons sous l'empire d'un paradigme de disjonction, et c'est ça qui nous amène à réduire notre profondeur de compréhension. Et Morin nous propose, au contraire, d'y substituer un paradigme de complexité qui, au contraire, s'attache à relier ce qui est tissé ensemble. C'est ça que ça veut dire complexe. À partir de cette invitation, on vous propose 3 prérequis méthodologiques pour accéder à cette part cachée. Nous les avons appliqués pour comprendre comment développer la coopération, et nous pensons qu'ils sont parfaitement applicables pour aussi chercher à développer le pouvoir d'agir du citoyen. Le premier, c'est accéder à l'implicite. Alors, on a tous une grand-mère dont on a essayé de reproduire un plat fameux dans la famille, et le résultat n'est jamais aussi bon que l'original. Et la raison est très simple finalement. Notre grand-mère, elle n'a pas tout dit dans sa recette. Non qu'elle voulut cacher quoi que ce soit, mais juste parce que sa manière de faire fait partie d'elle.
Et ce faisant, il est très difficile de conscientiser ce qu'on sait faire et encore plus de l'exprimer. C'est un peu pareil en ce qui concerne la coopération ou le pouvoir d'agir. C'est dans les manières de faire qui sont souvent non conscientes que la différence se fait. Et c'est pourquoi il faut aller chercher dans ces couches profondes, entre les plis, pour apprendre à reconnaître les compétences tacites, les représentations, les croyances, les valeurs, la question des motivations que Vivray évoque dans son propos, tout ce qui oriente l'action, oriente notre désir d'agir. Et pour décrire cet ensemble, nous avons choisi ce terme d'implicite parce que il veut dire en latin envelopper. Donc c'est là, mais c'est enveloppé, c'est caché. Lorsqu'on demande par exemple aux acteurs d'éoliennes en Pays de Vilaine qu'on avait rencontrés lors d'une itinérance, pas très loin d'ici, à Redon, en Bretagne, et qui sont les gens à qui on doit les premiers champs d'éoliens citoyens en France, ou parmi les pionniers en tout cas, comment avez-vous fait pour réunir autant de citoyens, plusieurs milliers, autour de vous? Eh bien, ils se regardent, on les voit se sourire ensemble, ils évoquent des souvenirs avec un certain bonheur, ils nous parlent du temps qu'il a fallu, de l'énergie qu'il a fallu mobiliser, mais en fait, ils ne répondent pas à la question « Comment avez-vous fait ?» Ils ne savent pas y répondre tant les compétences qu'ils ont mobilisées pour réussir étaient tacites. Ça, c'est pour les groupes, pour les personnes. Nos territoires aussi ont leur part d'implicite. Si vous regardez sur notre site internet nos journaux d'itinérance, vous verrez tout un tas de choses, d'exemples, où on voit que dans une certaine configuration territoriale, les habitants en tirent de cette configuration territoriale, un fleuve, une rivière, un bocage, une montagne, que sais-je, en tirent une manière d'être et d'agir, souvent inconsciemment, qui fait finalement la singularité de ce territoire. Comme Vivray le disait dans l'introduction, savoir saisir cette part implicite est indispensable finalement à la compréhension de ce qui joue sur un territoire ou dans une organisation. La deuxième clé méthodologique qu'on a mobilisée est d'ouvrir un champ qui est trop souvent ignoré des études économiques, ça c'est sûr, des stratégies de développement et même parfois des travaux sociologiques. On cherche toujours à comprendre le territoire et son contexte, les acteurs en tant que collectifs sociaux, en tant que parties prenantes, mais les personnes en elles-mêmes, dans leur singularité, sont rarement prises en compte. Or, nous savons que le comportement d'un individu n'est pas finalement lié à des facteurs extérieurs, qui peuvent être matériels, culturels ou autres, mais à la représentation, à la perception qu'il a de ces facteurs. Et comme nos perceptions, nos représentations sont éminemment personnelles, vous voyez bien qu'il est indispensable, si on veut comprendre cet implicite, d'accéder, d'amener chaque acteur à accéder à ses propres représentations, à les expliciter autant que possible, à tenter de comprendre celles des autres pour éventuellement revisiter les siennes. Comme le dit Morin, le déploiement d'une connaissance objective du monde doit aller de pair avec une connaissance intersubjective d'autrui. Et c'est la raison pour laquelle, dans nos protocoles méthodologiques, on cherche toujours à considérer en permanence ces trois niveaux qui sont liés ensemble, le territoire en tant que matrice de l'action, le collectif en tant que collectif social, les acteurs en tant que collectifs sociaux, et les personnes en tant que singularité prise dans leur identité propre et non seulement dans leur rôle social, comme Vivray l'a évoqué tout à l'heure. Et une fois ces trois niveaux considérés, on peut cliquer un coup. Je, la personne, nous, le groupe, dans le territoire ou l'organisation, à la fois dans les domaines explicites et implicites, alors il est possible d'explorer les récursions. C'est-à-dire le fait que chacun de ces niveaux va interagir sur l'autre et le modifier en profondeur. Par exemple, mon territoire, mon appartenance à mon territoire va influencer mon comportement et va me transformer également en tant que personne et me rendre donc quelqu'un de différent. Et ça, c'est hyper important pour la question du pouvoir d'agir parce que pour Morin, la récursion est le phénomène central qui permet l'autonomie et l'auto-organisation des systèmes. Et donc chercher à comprendre ces récursions entre territoire collectif, individu, va nous permettre de penser une organisation ou un groupe
en fonction de ses capacités d'émergence et donc de possibilités de développement. On voit ici que pour accéder à ça, il faut rentrer dans une attitude transdisciplinaire, parce que si on regarde les disciplines les unes à côté des autres, on rate ces récursions, on ne peut pas comprendre, et donc notre protocole, on dit souvent de notre approche qu'elle est indisciplinée, au sens où on va aussi bien regarder sur nos territoires des questions d'histoire, de géographie, de sociologie, de psychologie, de philosophie, etc. Alors, on peut cliquer. Ça, c'est nos 3 prérequis. Et comment on fait? Et on voudrait partager avec vous ces 5 principes opératoires qui nous permettent de mettre en évidence ces signaux faibles. Et on pense que ça peut être utile à vous dans votre travail. Le premier principe opératoire, merci Michel, pile synchro, c'est le temps. La première clé d'accès à l'implicite, c'est de savoir prendre le temps. Le temps de créer du lien, le temps de se connaître, le temps de réfléchir ensemble, d'intégrer et de nous approprier les enseignements qu'on peut faire et qui vont nous permettre d'agir, le temps de nous quitter aussi. Prendre le temps et respecter les temps. Vous voyez bien que le temps du lien, de la découverte, de la réflexion commune, de l'apprentissage réciproque, ne sont pas les mêmes temps et qui nécessitent un rythme et des séquences particulières. Avec l'Observatoire de l'implicite, par exemple, nos rencontres durent une soirée plus une journée entière avec l'ensemble d'un groupe. Vous voyez que c'est un investissement hyper important. Mais c'est cet investissement de temps qui fait que les gens vont toucher quelque chose de déterminant qu'ils n'avaient pas touché auparavant. C'est la raison pour laquelle toutes nos rencontres à ce jour, les 35, se sont finies par le commentaire de nos hôtes. Il nous faudra, et ils ne le disent pas au conditionnel, au futur, ce qui est intéressant, il nous faudra encore plus de ce temps-là. Prendre du temps n'a rien à voir avec l'inaction. Au contraire, aujourd'hui, on est convaincu qu'il faut savoir aller lentement pour aller vite. La deuxième clé, c'est la marche. Si nos itinérances se font à pied, c'est pour plusieurs raisons très précises. Le territoire, je l'ai évoqué tout à l'heure déjà, façonne par son paysage, par sa géographie, par son histoire, les comportements de ceux qui l'habitent. Et donc, la marche sur plusieurs semaines nous permet de nous imprégner de cet environnement, qui est important puisque c'est cet environnement dans lequel s'incarne l'action des gens qu'on va rencontrer. La marche donne aussi le temps à la découverte et à l'appropriation sensible du territoire. Et comme elle permet d'être dans un état de réceptivité augmentée, pour les marcheurs ici, vous savez qu'on est sensible à des choses, on développe notre sensibilité en marchant, elle va nous permettre, cette marche, de saisir des récursions entre territoires collectifs et individus. En plus, c'est intéressant de voir que les philosophes ont marché de tout temps et montrent le lien entre marcher, penser et parler. Et les neuroscientifiques prouvent aujourd'hui ce lien entre ces 3 phénomènes, qui est tout simple. En fait, la marche est d'abord une mise en mouvement, et il ne peut pas y avoir de pensée sans mise en mouvement. Il y a sans doute d'autres manières que la nôtre de se mettre en mouvement, mais la mise en mouvement va être indispensable à la pensée. Le troisième principe opératoire, c'est la présence, la qualité de présence. Présence à l'instant, présence à nous-mêmes, présence à l'autre, présence aussi à l'objectif de nos travaux. Ça peut paraître une évidence, mais ça n'en est pas une, parce que parfois, dans un souci de bien faire, on va s'écarter de cette qualité de présence. Je vous donne un exemple. On pourrait partir à la rencontre de gens avec un questionnaire prédéfini, ou avec une liste de sujets qu'il faut aborder avec eux. Et bien on va résister à cela, on ne va pas faire ça. Si on faisait ça, alors on resterait immanquablement au niveau du déjà pensé, du déjà construit, et on ne pourrait plus accéder à cette part implicite. En d'autres termes, on écouterait le bruit de l'arbre qui tombe, mais pas les signaux faibles de la fameuse forêt qui pousse. Claude Bernard disait cette phrase intéressante, c'est ce que nous pensons déjà connaître de l'autre qui nous empêche souvent d'apprendre. Le quatrième principe dans notre travail, c'est l'introspection. Notre démarche, elle est à la fois phénoménologique et maïotique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, quand on va rencontrer des gens, on ne leur demande pas de nous raconter leur projet, on leur demande de nous parler de leur expérience, de l'expérience qu'ils vivent lorsqu'ils portent ce projet. En fait, notre objectif est d'amener l'autre, par notre questionnement, à une réflexivité qui va lui permettre
d'explorer ses pratiques, ses motivations, ses ressentis, de formuler finalement son expérience de coopération, de mettre en lumière sa propre part d'implicite. En fait, on pose, comme pour reprendre la formule de Brecht, les questions qui rendent possible l'action, qui sont des questions d'introspection. Morin parle de cet exercice d'introspection comme d'une culture psychique, gymnastique de l'esprit, qui consiste à nous regarder, nous observer, nous comprendre. Et quelqu'un le disait d'une autre manière, juste dans le temps de questions de la séquence d'avant, la compréhension de soi-même est la première condition à la compréhension de l'autre. Développer le pouvoir d'agir, c'est questionner l'autre pour éveiller, faire émerger ses motivations profondes, pour l'amener à exprimer ses représentations, ses croyances, ses valeurs, etc. Et donc, avec l'Observatoire de l'implicite, on va poser ces questions qui mettent à jour les identités individuelles qui constituent le collectif. Chacun y répond tour à tour, les autres écoutent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de collectifs, même ceux qui œuvrent ensemble depuis parfois plusieurs dizaines d'années, nous ont dit à la fin, ou on dit à l'autre, ça, jamais je t'avais encore entendu le dire. Ça montre bien que ces temps d'introspection collective, ils sont en même temps trop rares dans nos organisations, et on passe à côté, et en même temps, ils sont finalement, somme toute, accessibles, si on se décide de se donner le temps pour faire cela. Et la cinquième clé, c'est le pas de côté. C'est notre dernière clé d'accès à cette compréhension élargie. Notre protocole amène à dérouter nos interlocuteurs pour leur faire porter des regards différents sur leur action, des regards différents et multiples. C'est créer ce déséquilibre pour poursuivre la mise en mouvement. Le pas de côté, c'est sortir du cadre habituel, c'est chercher à appréhender l'ensemble du système, regarder d'un autre angle, changer de position de perception. On le pratique, ce pas de côté, à l'aide de questions qu'on appelle paradoxales, que nous explorons collectivement et qui vont permettre d'expliciter finalement des phrases éventuelles, des non-dits, en fait de mettre à jour l'implicite collectif qu'il y a dans tout projet. Je vous donne un exemple de ces questions paradoxales, c'est l'exploration des avantages à échouer ou l'exploration des inconvénients à réussir notre projet. Je peux vous dire que ces deux questions-là se révèlent extrêmement riches quand on les explore ensemble, à tel point que certaines des personnes qu'on a rencontrées sur nos chemins les ont intégrées aujourd'hui dans leur pratique régulière. Voilà, cette première part, elle est de se dire, si on veut comprendre la coopération, le pouvoir d'agir, il faut qu'on accède à cette part implicite. Cet implicite, il est individuel, bien sûr, mais il est aussi collectif et il est aussi territorial. Et c'est cette part implicite qui anime les acteurs. C'est ces fameux points aveugles dont Patrick Vivray parlait. C'est la raison pour laquelle on propose ce protocole finalement de compréhension élargie comme un outil de développement, un outil d'émancipation aussi bien individuel que collectif ou territorial. Alors maintenant, vous voyez bien que il s'agit d'un prérequis. C'est-à-dire, en développant cette méthodologie, on va pouvoir accéder à la part implicite de la coopération, mais ce n'est pas encore suffisant pour apprendre à coopérer. Et je vous propose maintenant d'écouter Anne qui va présenter le concept de maturité coopérative. C'est toi qui actionne le but. Et juste avant de démarrer, je rappelle, parce que Nathalie me le demandait, que vous avez des petites feuilles sur vos tables et que si vous avez des questions, vous les notez et elle les récupérera à la fin. Voilà. Alors, bonjour à tous. Vous voulez qu'on change les piles, qu'on fasse une toute petite pause parce que c'est gênant pour les intervenants. Et c'est gênant sans doute aussi. Vous n'entendez pas derrière. Désolée. Non. Merci parce que Ils veulent une pause.
C'est l'antenne. C'est l'antenne. En fait, c'est ça. Ouais, c'est Des médias